enchaîner sur une autre thématique extrêmement importante qui est celle des migrations de population. Et donc, nous allons avoir une présentation de Marie-Caroline Saglio-Yatmisriski et du professeur Thierry Bobet. Torture, assassinat, viol et esclavage font partie du lot quotidien. Et même si le nombre de personnes qui tentent la traversée vers l'Europe a diminué ces derniers temps, le nombre de morts, lui, ne cesse de croître. Écoutez, merci pour ce petit film. Donc, juste avant qu'on commence réellement la présentation, je dis un mot sur le centre régional Paris-Nord qui fonctionne d'ores et déjà, qui a une adresse mail, un numéro de téléphone. Les recrutements ne sont pas tout à fait terminés, mais sont en cours. Je vous rappelle que ce centre a 2 points d'entrée, qui sont l'hôpital Avicenne et l'hôpital Robert Ballanger, et toute une série de partenaires. On dira un mot de ceux qui concernent plus spécifiquement la question des migrants. Voilà. Bonjour à tous. Merci beaucoup au CNDSR de cette invitation. Je vais vous présenter donc la question des psychotraumatismes chez les populations migrantes. Et tout d'abord, les facteurs de risque chez les migrants. Alors d'abord, un vécu migratoire de violence avec des violences extrêmes qui sont répétées. Et ça, c'est une des particularités peut-être des migrations actuelles. Autrement dit, outre les violences extrêmes dans les pays d'origine, elles sont répétées, ces violences, tout au long du parcours migratoire, parfois pendant des mois ou des années. Et comme on va le voir aussi, elles peuvent être répétées dans le pays d'accueil. Ce sont des violences qui ont une particularité, ce sont des violences intentionnelles que l'on rencontre avec nos patients. Autrement dit, ce sont des violences qui révèlent une cruauté, un degré de cruauté terrible, qui les change d'une violence accidentelle, par exemple. On rencontre des patients donc primo-arrivants ou qui peuvent être également sur le territoire depuis un peu plus longtemps, qui ont vécu dans leur pays d'origine et sur leur parcours des tortures, des viols, qui ont vécu des humiliations extrêmes, qui ont été victimes de violences, par exemple, homophobes. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de nos victimes viennent de pays, de ces 72 pays où l'homosexualité est condamnable et condamnée, qui ont été victimes aussi d'une violence sociale, quelquefois intrafamiliale, extrême, et qui donc, ces violences sont associées à des deuils très importants. Le trouble de stress post-traumatique dont on parle est donc un trauma complexe, donc, qui a été très bien défini tout à l'heure, autrement dit, qui ne cesse de se répéter et qui occasionne le fait de multiples pertes qui vont caractériser finalement ce trouble. Il faut par ailleurs remarquer les difficultés de l'accès aux soins pour ces personnes, en particulier pour les primo-arrivants. À nouveau, des personnes qui viennent de loin, d'Asie du Sud, d'Afrique noire, qui viennent de tous les pays où il y a des difficultés graves, des violences politiques, des violences ethniques, religieuses, intrafamiliales, comme on l'a dit, et qui vont arriver dans des conditions de précarité souvent extrêmes, qui peuvent redoubler certains psychotraumas, et qui arrivent aussi dans un système aujourd'hui de prise en charge de ces populations au niveau politique et administratif qui peut paraître adverse. Je vous rappelle un certain nombre de lois récentes qui sont complexes pour nous lorsqu'on travaille avec ces populations. Par exemple,
la question du droit au séjour pour soins des étrangers malades, qui aujourd'hui peut être, un dossier peut être fait par la personne qui arrive, mais c'est extrêmement complexe. Si elle est par ailleurs demandeur d'asile, depuis la loi de 2018, elle doit pouvoir faire cette demande en même temps qu'elle demande le droit d'asile. Elle ne sait pour l'instant pas ce qui lui arrive. Elle est prise par des violences extrêmes et elle ne peut pas les qualifier. Elle n'a pas encore rencontré de soignants. Ou bien la loi de 2016 qui a transféré finalement les dossiers d'évaluation de ces demandes pour soins, qui autrefois dépendaient donc des médecins de l'ARS et qui maintenant dépendent des médecins de l'OFII. Bref, un ensemble de situations, une complexité institutionnelle extrême qui est très compliquée pour les migrants qui arrivent, surtout lorsqu'ils arrivent avec des psychotraumas lourds. La limite de la langue est une limite extrêmement importante. Pour des personnes qui sont allophones et qui ont beaucoup de mal à rencontrer le système de soins et à nouveau à mettre un nom pour certains lorsqu'il s'agit de santé mentale sur ce qui est en train de leur arriver. Il y a par ailleurs tout ce halo autour de la construction de la folie, bien sûr. C'est très compliqué pour certaines personnes de franchir les portes d'un hôpital psychiatrique. Et je voudrais vous rappeler que les personnes qu'on rencontre, quelquefois, viennent de pays où l'hôpital n'est pas un lieu protecteur, où les militaires ont pu rentrer dans cet hôpital pour venir les chercher. Donc il y a toute une conception du secret aussi qui est très importante et de pouvoir les protéger dans des lieux. Pour l'instant, il n'y a pas d'ancrage psychique à la violence qu'elles vivent et c'est très important. Ces troubles sont souvent graves, sont souvent très complexes, nécessitent quelquefois des suivis très longs et donc il y a cette difficulté d'accès aux soins, en particulier lorsqu'il s'agit de psychotrauma. Enfin, c'est une forme de souffrance qui a des expressions qui peuvent déborder les cadres classiques de santé mentale. Lorsque quelqu'un arrive, qu'il ne parle pas français, qu'il a des expressions massives de ce psychotrauma, qu'il a des formes de dissociation extrême. On voit quelquefois des personnes qui arrivent dans des états littéralement somnambuliques. C'est compliqué à prendre en charge dans des cadres classiques et c'est pour ça qu'on développe donc en particulier une approche transculturelle avec des personnes qui connaissent bien non seulement ces soignants, mais souvent aussi tout un environnement culturel, anthropologique même, en fonction des personnes. Les troubles ne se manifestent pas nécessairement de la même manière en fonction du pays d'où viennent ces patients non plus. Donc il y a un ensemble de choses à prendre en compte très particulier qui n'est pas donné à n'importe quel service, je pense, de psychiatrie. La question... J'ai développé ça? Oui. Non. Alors. Je ne sais pas pourquoi j'y arrive pas si bien. Vous pouvez me le remettre sur la deuxième? Peut-être que tu as oui. Fait à l'envers. C'est ça. Là-dessus, c'est plus simple. Merci beaucoup. Donc la prévalence de ce trouble de stress post-traumatique chez les migrants, il est très élevé. J'ai cité juste là deux études, mais il y en a d'autres qui vraiment témoignent finalement de cette prévalence, en particulier du psychotraumatisme. L'étude du COMED, donc du Comité pour la santé des exilés, qui en 2017 a rappelé que 36% des diagnostics posés par les médecins du COMED concernent la santé mentale. Et parmi ces troubles, donc, c'est le SPT qui vient comme le premier trouble avec 68% des personnes diagnostiquées et 22% sont des syndromes dépressifs. Donc il y a une association avec la question de la dépression. L'étude Trajectoire et Origine de l'INED en 2016 rappelle que il y aurait 20% des personnes migrantes contraintes, autrement dit des migrations de violence, qui souffrent de ce trouble de stress post-traumatique. Alors, comment ça se manifeste chez les patients qu'on rencontre? Eh bien, par un ensemble de symptômes, les reviviscences, bien sûr, et les cauchemars qui laissent finalement des psychés extrêmement inquiètes, avec une violence très internalisée, des pensées très intrusives, les troubles mnésiques très particuliers, cognitifs, qui sont très complexes du coup pour les patients, a fortiori s'ils sont dans une trajectoire, dans la procédure d'asile, parce qu'il va leur falloir parler, et parler est extrêmement complexe pour certains, se rappeler. Une forme de dissociation traumatique avec une forme de dépersonnalisation qui, quelquefois, a des manifestations pseudo-psychotiques, vraiment pseudo-psychotiques. Autrement dit, tous ces symptômes sont traumatiques, ne sont pas psychotiques, mais cela peut donner
voilà, des erreurs diagnostiques éventuelles. En particulier, vous avez des patients qui hallucinent leur bourreau, qui vont, sous une odeur ou un bruit, vont réagir de manière extrême. Et tout ça vient complexifier, bien sûr, le type de syndrome qu'on est en train d'avoir. Par ailleurs, très souvent, comme on l'a dit tout à l'heure, la dépression est présente avec des pathologies fortes, une tristesse, la boulie, et puis évidemment le risque suicidaire qui est présent. Les prises en charge sont multiples. Je voudrais rappeler que les orientations se font de très différentes manières, bien sûr par des médecins qui ont été rencontrés au fur et à mesure de cette trajectoire migrante jusqu'à la consultation de psychotrauma. Le rôle des travailleurs sociaux aussi important dans les foyers, dans les centres, qui remarquent des formes de symptômes tout à fait spécifiques, des formes d'isolement, des nuits extraordinairement agitées quelquefois, qui vont donc les orienter. Et puis bien sûr le rôle des PASS, absolument essentiel, puisque c'est là que certains viennent d'abord pour l'expression somatique de leur douleur. Et c'est très souvent par ce somatique qu'on arrive à la question de la prise en charge en santé mentale. Donc voilà, c'est une orientation capitale. Avant de revenir sur les prises en charge, je voudrais rappeler ici le rôle essentiel, bien sûr, pour aborder ces patients de la langue et de l'interprétariat, qui est plus subtil que ce qu'on peut croire, parce que quelquefois la langue est chargée du trauma, la langue elle-même a été extrêmement abîmée par le trauma, et donc il est quelquefois nécessaire de faire des prises en charge dans une langue tierce, par exemple l'anglais, qui va neutraliser un petit peu cet effet. Mais cela dit, nous avons au moins, par exemple, à Avicenne, dans la consultation psychotrauma, au moins la moitié, même un peu plus, des consultations qui sont dans la langue des personnes, avec par ailleurs un système d'interprétariat et des interprètes extrêmement formés pour ceux qui travaillent, parce qu'il faut avoir le juste positionnement, ne pas être trop intrusif. Il y a énormément d'éléments qui rentrent en jeu, a fortiori lorsqu'il y a eu des violences politiques ou lorsque la question, par exemple, de la honte est extrêmement présente dans la prise en charge. Les prises en charge donc, sont en général... sont en général des prises en charge de psychothérapie, très souvent, très généralement associées avec des formes psychiatriques ou avec le travail avec un médecin généraliste. Et donc, c'est autour de ces prises en charge qu'on peut travailler avec les patients, souvent des prises en charge qui sont longues et qui permettent en fait un ancrage psychique à ces personnes qui, pour l'instant, n'en ont pas, qui ont des formes de chaos psychique si fortes, qui n'ont pas d'ancrage ni géographique, ni politique, ni psychique pour l'instant. Donc elles ont besoin de cet ancrage et d'un espace extrêmement sécure. Et donc c'est ça qu'on va proposer. Les cadres peuvent être divers. Il peut y avoir la plupart des consultations sont bien sûr en individuel, mais il peut y avoir des groupes. Il peut y avoir tout un travail autour du corps, à mon avis extrêmement important, à développer bien sûr pour certains où la parole n'est pas le premier outil possible pour repenser toute la violence, même s'il y a une très grosse recherche évidemment qui se développe autour de la question du récit et surtout en pluridisciplinarité, avec une réflexion autour de la culture bien sûr et de l'anthropologie et de la santé autour de ces questions. Et puis enfin, ces prises en charge, à mon avis, doivent être très globales, c'est-à-dire qu'il y a évidemment la question de la précarité sociale autour de ces patients. C'est très compliqué de recevoir des patients qui sont à la rue, et on a la moitié de nos patients qui sont à la rue, donc c'est toujours très compliqué. Les questions de la faim, du froid, du logement sont essentielles, donc je pense qu'il faut très vite les associer à des cadres, ces prises en charge à des cadres sociaux, par exemple les possibilités d'avoir de l'assistante sociale dans le cadre de l'hôpital ou ailleurs. Pareil pour ce qui est de la question de juridique. Il peut y avoir bien sûr un travail juridique, et de ce point de vue-là, il faut beaucoup de partenaires quand on travaille avec ces patients. Il faut les connaître, il faut pouvoir orienter les patients autour de tous ces partenaires pour que la prise en charge soit globale. Thierry ? Alors, à l'hôpital Avicenne, nous sommes un peu connus pour travailler autour des questions transculturelles depuis longtemps. Et pour cette raison, nous recevons actuellement plusieurs centaines de demandes de consultation par an pour des migrants
auxquelles nous ne pouvons bien sûr pas répondre. Donc le choix que nous avons fait, c'est de consacrer un temps dédié des thérapeutes à cette activité-là, temps qui va augmenter qui augmente de fait avec l'ouverture du centre régional, mais qui n'est pas la totalité du temps des thérapeutes. Hein. Donc c'est une sorte de décision de service, d'avoir un temps. Et quand c'est plein, eh ben, nous faisons une liste d'attente. Et quand la liste d'attente est trop grande, nous fermons la liste d'attente. Hein. Voilà, c'est malheureusement comme ça que nous devons travailler. Nous ne sommes pas en mesure de répondre à toutes les demandes qui viennent parfois d'ailleurs de régions, hein, pas seulement de régions parisiennes. Alors, le premier entretien dans le service se fait avec un psychologue clinicien qui est psychologue, qui est bien formé aux questions de clinique, de traumatisme et de transculturel. Et il y a toujours un psychiatre en background qui peut voir éventuellement même en urgence hein, le patient s'il est nécessaire. Sinon, il y a un temps de discussion simplement. Environ 100 nouveaux patients adultes dans ce cadre-là sont pris en charge par an. Ça représente beaucoup de travail parce que ce sont bien sûr des prises en charge longues, en général de 2 ou 3 ans. Donc ça fait des prises en charge conséquentes et bien sûr on ne peut pas les multiplier à l'infini. Alors une des questions qui se pose sans doute pour limiter l'afflux vers la consultation, c'est de travailler avec les personnes les professionnels qui sont au contact de ces personnes, c'est-à-dire soit les travailleurs sociaux, soit les associatifs, et de discuter un petit peu avec eux de qu'est-ce que c'est qu'une indication de consultation en psychiatrie finalement. Parce que on imagine bien que tous les patients dans cette situation-là vont pas très bien, il y a des moments où ils pleurent, il y a des moments où ils dorment pas très bien. Voilà, c'est pas tout à fait suffisant pour orienter vers un psy, donc on travaille avec les intervenants de première ligne, l'indication et l'accompagnement hein, de ces demandes de soins. Avec les généralistes aussi, c'est important. On se rend compte dans nos échanges avec eux, on les appelle beaucoup, on discute beaucoup, que un certain nombre sont un peu embarrassés pour savoir ce qui serait des meilleures prescriptions pour ces patients. Et là, c'est quelque chose sur lequel on intervient beaucoup hein, et auprès des généralistes. Et puis, certaines structures de soins psy de droit commun sont parfois un peu réticentes pour prendre ces patients. Il y a plein de raisons. Soit ils n'ont pas l'habitude de prendre d'interprète, soit c'est des patients qui ne sont pas sectorisés. Donc ça, c'est toujours le gros problème, hein, les patients qui ne sont d'aucun secteur et qui bougent sans arrêt sur l'Île-de-France, par exemple. Pour la question de l'interprétariat, je pense que les temps sont durs, il n'y a pas beaucoup d'argent, etc. Mais je ne suis pas certain que tous les collègues aient fait l'effort de discuter ça avec leur direction. La plupart des directions ne sont pas opposées au financement d'interprétariat dans une certaine mesure. Et on voit parfois des soignants qui s'autocensurent, comme si on ne va pas en plus demander ça, on nous dit déjà assez non pour tout, on ne va même pas essayer. Et je pense que voilà, ça peut être quelque chose qui peut, dans un projet de service ou de consultation, tout à fait être discuté avec les directions. Alors un mot plus particulièrement sur les mineurs isolés, mineurs non accompagnés, comme on dit maintenant. Donc on a également une consultation jeune non accompagnée pour les 12-21 ans, ce qui est l'âge adolescent élargi jusqu'à l'âge de la protection de l'enfance, hein, en fait, des contrats jeunes majeurs. Là, on reçoit environ 50 nouveaux patients par an. Là aussi, on a beaucoup plus de demandes qu'on refuse. Et ce sont des patients qui ont des trajectoires très très variées, certains qui viennent de pays en guerre avec de la violence, etc. D'autres qui sont victimes de la traite des êtres humains de différentes manières, prostitution, beaucoup.
d'autres qui sont mandatés par la famille. C'est des enfants qu'on envoie à un moment pour réussir en Europe ou pour envoyer de l'argent, etc. Et donc, c'est des trajectoires très variées. Certains n'ont pas du tout vécu de traumatisme dans le pays d'origine, mais ils en ont tous vécu au moins sur le parcours pour venir en France, que ce soit à travers la Méditerranée ou en traversant l'Asie, ce qui peut prendre parfois 2 à 3 ans de voyage. Ces jeunes sont très coincés parfois par des mensonges qu'ils ont pu raconter aux travailleurs sociaux pour les amadouer ou pour... voilà, ils ont pu raconter qu'ils étaient orphelins alors qu'ils ne le sont pas et que leurs parents leur téléphonent tous les soirs pour leur demander d'envoyer de l'argent. Et ça, ils n'ont pas d'endroit où le dire. Si, dans le cadre des soins psy, on ne garantit pas une confidentialité absolue. Voilà. Sinon, si on les reçoit qu'avec les travailleurs sociaux, qu'avec les éducateurs, ils sont obligés de redupliquer leurs mensonges encore et de sortir leur histoire. Voilà. Et pour aller un peu au-delà, il faut bien sûr leur garantir un secret absolu. C'est très difficile pour... Alors, si juste un mot sur l'épidémiologie, on n'a pas vraiment de données, 25 à 65% selon les études, autant dire qu'on ne sait pas du tout, mais qui sont nombreux à avoir des troubles post-traumatiques et des dépressions. Il y a des problèmes méthodologiques majeurs pour faire des études qui veuillent dire quelque chose auprès de cette population. Donc, on ne peut pas en dire tellement plus. La clinique est marquée par des traumatismes multiples qui sont survenus alors qu'ils étaient enfants ou adolescents, par un isolement familial, isolement culturel. Imaginez ce que c'est d'être un adolescent tout seul dans un pays étranger, et puis l'incertitude sur leur avenir. Alors, les traumatismes complexes, vous savez que ça entraîne de toute façon une péjoration de l'avenir. Et là, en plus, il y a une vraie incertitude. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qui leur arrivera à 18 ans. Est-ce qu'ils pourront rester en France ou est-ce qu'ils devront quitter le territoire français? Et ça, il n'y a aucun moyen de le savoir. Même s'ils ont été pris en charge pendant 2 ans, 3 ans, par l'ASE, avec une psychothérapie, avec tout ce qu'il faut, on peut très bien leur dire à 18 ans, tu pars. Et ça entraîne un poids qui est très difficile et une forme de paradoxe qu'on fait peser sur ces enfants. Dernier point, ils doivent sans arrêt raconter leur histoire et il faut qu'ils soient crus. Quand il s'agit de minorités, ils doivent prouver qu'ils sont mineurs par leur récit. Et quand il s'agit de ce qu'ils ont vécu pour une demande d'asile, par exemple, ils doivent prouver que c'est vrai par leur récit. Et puis enfin, pour avoir un espoir d'être régularisés, ils doivent s'être bien comportés, bien intégrés, bien avoir appris le français, bien être allés à l'école, etc. Et on s'aperçoit que dans ces 3 processus-là, plus les jeunes sont traumatisés, moins ils ont de chances d'être reconnus mineurs, d'être reconnus réfugiés et de bien s'intégrer, ce qui leur permet de rester. Donc on voit massivement des troubles post-traumatiques associés à des dépressions et à d'autres troubles non traités qui vont complètement rendre complètement négatif leur avenir et leur faire perdre véritablement des chances. Donc on travaille bien sûr pour ces jeunes avec des réseaux importants, des structures d'accueil, des associations d'aide, notamment juridiques, comme Infomi, que vous connaissez peut-être, sinon je vous conseille de visiter leur site. On travaille aussi avec des institutions comme l'ASE et la PJJ, donc c'est tout un travail partenarial. En conclusion, rapidement, penser la question des soins aux migrants dans les centres psychotraumas, c'est à notre avis un impératif éthique. Ce sont des personnes qui ont vécu des traumatismes extrêmement violents, multiples, répétés, qui ont des difficultés à l'accès aux soins, du mal à trouver des soins adéquats. Et pourtant, quand on les prend en charge, on voit que, comme pour tout le monde, ça change radicalement leur destin, tant pour ce qui est de leur souffrance que pour leur capacité à mener une vie autonome, et donc aussi pour ceux qui s'intéressent à la question de l'intégration des étrangers en France. Évidemment, on imagine bien qu'un PTSD jamais traité, ça aide pas non plus à l'autonomie et à l'intégration. Pour cela, bien sûr, on ne peut pas tout faire, mais c'est pas parce qu'on peut pas tout faire qu'on ne doit rien faire.
Et il y a des réseaux importants, associatifs, etc., qui existent, avec lesquels on doit travailler. On y apprend beaucoup et on forme aussi nos partenaires. Alors, au passage, on va monter à partir de la fin d'année un DU de psychotraumatologie d'enfants à Bobigny, ce qui n'existait, je crois, pas jusqu'à présent sur le territoire national. J'espère qu'il y en aura bientôt d'autres. Et voilà, ce type de prise en charge ne doit pas être réservé aux spécialistes, ni isolé du reste des prises en charge psychotrauma. Et on est bien sûr à la disposition des autres CRP et du CN2R pour discuter de ces aspects-là et travailler avec vous et développer des choses avec vous. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. On a le temps de prendre une question. Oui, je vois une main qui se lève. Voilà, le micro est juste derrière. Juste une petite question, après les remerciements pour votre exposé. La place éventuelle des équipes mobiles de psychiatrie, un dispositif un peu récent qui peut se développer, est-ce que vous pensez que ça peut être un des moyens de repérage et prise en charge? Je n'ai pas vu qui parlait. Ah oui, d'accord, ok, merci. Donc oui, bien sûr, hein, les équipes mobiles psychiatrie précarité font partie des partenaires naturels hein, dans ces situations. Voilà, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Hein. Je ne sais pas si vous avez un exemple particulier à évoquer ou, je suis psychiatre dans le Cher et on est en train de mettre en place une équipe mobile de psychiatrie, justement, et on a un foyer où des migrants arrivent régulièrement et on s'interroge sur la possibilité de mettre en place cette structure et de la faire intervenir dans ces foyers, et puis surtout le lien avec la structure psychiatrique proprement dite. Comment faire le tri et par qui? Est-ce qu'il faut faire intervenir des psychiatres, des psychologues ou des travailleurs sociaux? Et ensuite, comment orienter vers le secteur ou enfin l'unité de soins psychiatriques? Alors, je dirais psychologue ou psychiatre et interprète, si possible. Bien sûr. Hein, avec l'idée de surtout jamais mettre les enfants en situation d'interprétariat. Bien sûr, ça semble aller de soi, mais ça va mieux en disant. Et après, c'est un travail de supervision avec les équipes qui sont au contact, en fait. Hein, je pense que ce qu'on appelle, nous, des consultations indirectes, c'est-à-dire recevoir les travailleurs sociaux qui sont au contact de la personne et discuter avec eux de ses symptômes, de ce qu'on peut faire, etc. Dans un premier temps, ça peut être suffisant pour régler un certain nombre de problèmes. Et voilà, c'est un travail de fond à faire, d'articulation, en fait. Hein. Merci. Merci. On est un petit peu contraint par le temps. Je ne vois pas de main qui se lève. Donc, une question rapide, alors. Là, Bonjour, je suis Anna Marquez, je suis sociologue à l'hôpital de Villévrard. Et moi, je suis ravie de voir tout au long de la journée ce qui est dit. Et j'ai l'impression qu'on a un problème aujourd'hui qui est de quantité et pas de qualité. On sait ce qu'il faut faire, on a des éléments, on fait ceci et cela, mais on n'arrive pas à répondre à tous les besoins, non seulement de la consultation par rapport aux personnes traumatisées, parce que c'est vrai que nous, on a un programme en cas d'HUDA et des gens qui font des cauchemars, qui ont des réminiscences et qui sautent de 2 mètres de la porte-claque. C'est notre quotidien. Et former ces professionnels-là, former les professionnels de la psychiatrie pour tout ce que vous dites là, on sait ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on a les moyens maintenant de faire ce travail-là? Parce que moi, de l'intérieur de l'établissement, on a déjà réussi à mettre en place l'interprétariat. On a des interprètes sans aucun filtre. Donc, on a fait l'enquête dans l'établissement. Les secteurs sont prêts à les prendre en charge, mais pareil, ils ne savent pas exactement. Auraient besoin d'un interlocuteur spécialisé pour
Voilà, vous les connaissez pour certains. Voilà. Je pense que là, aujourd'hui, on est confronté à un problème, surtout dans ce territoire de la Seine-Saint-Denis, dont on a pas mal parlé, de quantité. Moi, je suis quand même frappée de la... en Île-de-France, effectivement, parce que les équipes mobiles sont là, les passes sont là, etc. Voilà. Oui, mais je suis frappée de la prise de conscience de deux choses. D'abord, de la nécessité de mettre en place quelquefois des espaces psychologiques, alors qu'au départ, les structures n'y avaient pas pensé. Et c'est quand même quelque chose qui avance de ce point de vue-là. Vraiment, de plus en plus. Moi, étant dans l'éducation nationale, voilà, tout à coup, dans les programmes des grandes universités, il y en a 14 sur le territoire national, qui ont des programmes pour les étudiants réfugiés et demandeurs d'asile, se mettent en place tout à coup des structures psychologiques en plus, parce qu'on se rend compte qu'il y a un besoin très important. Mais il y a plein d'autres exemples comme ça. Et puis la deuxième question, c'est que la question de la langue, enfin, est en train d'arriver comme un élément extrêmement important, grâce peut-être aux recommandations de la Haute Autorité de la Santé, mais aussi parce que, très concrètement, on voit bien que c'est à travers la langue que vont pouvoir se faire un certain nombre de choses. Donc là aussi, je trouve que se développe tout à coup la question de l'interprétariat et de la médiation culturelle de manière bien plus importante autour de ces questions. Merci beaucoup.